Nous sommes toujours avec Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Ipsos, Guillaume Oda et Arlette Chabot. Il nous a rejoint Pascal Perrineau. Bonjour. Bonjour. Politologue, ancien directeur du CEVIPOF, Centre de recherche politique, auteur du Goût de la politique aux éditions Odile Jacob, qui est un peu mon livre de chevet que j'ai relu évidemment à votre revenu. Et on apprenait qu'en 1995, on vous avait remis la décoration de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. De la main de qui ? De François Bayrou, notre Premier ministre, qui était alors ministre de l'Éducation nationale. Et vous écrivez dans le livre que vous avez des excellents rapports avec lui. Alors justement, qui est pour vous François Bayrou ? François Bayrou, d'abord, et ça n'a peut-être pas été assez dit, si vous voulez, c'est le premier ministre centriste sous la Ve République. Il y a là, c'est un homme qui, au-delà de sa personne, incarne un courant politique extrêmement ancien qui a été très présent sous la IVe République avec des hommes. Le dernier premier ministre centriste que la France avait connu, c'était Pierre Pflimlin. L'homme auquel a succédé le général de Gaulle comme dernier président du Conseil de la IVe République. Et ensuite, avec la bipolarisation de la Ve République, ce centrisme a eu beaucoup de mal à exister. Il y a eu Le Canuet au début de la Ve République, candidat en 1965. Et puis après, au fond, qui a pris le relais ? C'est François Bayrou qui a fait un long compagnonnage. Étant donné la bipolarisation avec la droite, c'était les gouvernements au fond UDF, RPR, et puis au milieu des années 2000, il reprend son autonomie, c'est là où on parle de l'hypercentre, et il cherche à exister, il ambitionnait bien sûr de faire exister à nouveau ce courant au plan présidentiel, c'est ses 3 candidatures à l'élection présidentielle, il y arrive presque. En 2007, il est à la portée d'une sélection au second tour. Et puis ensuite, il va tout de même faire le macronisme. Parce que sans l'apport, c'est difficile à dire, on peut reconstruire a posteriori, c'est vrai, mais sans l'apport décisif qu'il apporte à Emmanuel Macron ne serait peut-être pas rentré, j'allais dire, dans la cour des grands à la présidentielle de 2017 pour ensuite emporter l'Élysée. Et l'apport que lui apporte électoralement, c'est-à-dire ce vieux courant de la démocratie chrétienne qui a toujours existé en France, est tout à fait décisif pour le président de la République. Et puis peu à peu, vous avez vu, il prend son autonomie aussi. Parce que Macron n'est pas le patron de François Bayrou. Et ça, c'est très intéressant. La passation de pouvoir, maintenant, c'est à peu près ce qui s'est passé, c'est lui qui s'impose. C'est lui qui s'impose à un président affaibli et on en parlait déjà dans des émissions antérieures. On voit bien que la Ve République change. Là, C'est une Ve République parlementaire où le président de la République est obligé de se plier à un homme qui, en effet, est le représentant de ces forces centrales dans leur diversité et qui a peut-être, on verra, la capacité d'étendre un peu la base de ce qu'on appelle maintenant le socle central. Il y aura peut-être, sinon ça ne marchera pas, il y aura peut-être un peu moins de lignes rouges, là pour reprendre aussi le vocabulaire à la mode, avec un gouvernement Bayrou qu'avec un gouvernement Barnier. Alors, si ça n'est pas le cas, ça aura la réussite éphémère qu'a eu le gouvernement Barnier. Alors, vous disiez un Premier ministre de centre, mais c'est vrai qu'en général, non, je ne sais pas, mais souvent quand on pense au centre, on pense un peu à un ventre mou. On dit souvent l'extrême gauche, la droite forte. Est-ce que le centre aujourd'hui peut être finalement un centre dur, un centre fort ? Écoutez, oui, ça peut être. Bayrou, c'est pas simplement une personnalité, c'est l'homme qui incarne un courant, qui a toujours, d'abord qui est un courant européen, on le voit, qui est un courant pour lequel la démocratie sociale, ça a du sens, et Dieu sait si on a besoin aujourd'hui d'avoir un gouvernement qui reprenne un dialogue fort avec ce qui reste des forces sociales en France, ce qu'on appelle le dialogue social. Et puis c'est des hommes qui ont toujours été les centristes, des hommes attentifs à la fois aux forces de droite avec lesquelles ils ont gouverné pendant longtemps, mais aussi aux forces de
de gauche. On voit par exemple que le rapport entre Bernard Cazeneuve et François Bayrou, et il faut aller au-delà des mots. Ce sont vraiment de très bons rapports. Regardez ce qu'ils ont dit l'un de l'autre régulièrement. Mais ça va au-delà. Je crois qu'il y a certains députés socialistes qui peuvent se retrouver dans un dialogue avec l'actuel gouvernement. Écoutez Carole Delga. Là, on voit bien qu'il y a une capacité, étant donné sa position centriste, qui n'est pas la position centrale. La position centrale, c'est ce qu'a voulu créer le président de la République, avec son fameux et de droite et de gauche. Bayrou, c'est pas ça. C'est le centrisme politique. Et à partir de ce centre de gravité, il va chercher à agréger une nouvelle majorité. Y arrivera-t-il ? Il a bien dit qu'il était devant un Himalaya. Ouais. Voilà. Donc lui-même se rend compte dès le début que il va falloir gravir tout de même des parois extrêmement périlleuses et glissantes. Alors vous parliez des socialistes, justement. Ils ont déclaré qu'ils ne rentreraient pas au gouvernement. Est-ce qu'ils font une erreur ? Écoutez, je crois que c'est une erreur, parce que, si vous voulez, l'opinion est très inquiète. Vous savez, on parle beaucoup des jeux des partis politiques, mais il faut même que les partis politiques aient un peu d'humilité et de modestie. Ils ne représentent pas grand-chose aujourd'hui. Et ils sont tout au délice des jeux politiques et des jeux parlementaires. Qu'ils n'oublient pas les électeurs, qu'ils n'oublient pas l'opinion publique. Et l'opinion publique, elle est très inquiète. Et elle aimerait bien que la classe politique, dans sa diversité, de la gauche à la droite, se hisse à la hauteur de l'enjeu. Tout de même, hier, l'agence Moody's a dégradé la note de la France. Je veux dire, ça, ce sont des signaux, c'est même plus des signaux faibles, c'est vraiment des signaux forts. Donc l'heure est grave. Je crois d'ailleurs que le Premier ministre l'a répété à plusieurs reprises. L'heure est grave. Michel Barnier disait déjà, François Bayrou le répète, et quand il y a l'heure est grave, il faut se hisser à la hauteur des enjeux. Et là, on a l'impression parfois que, mon Dieu, que c'est difficile pour certains de se hisser à la hauteur des enjeux. Que dire du Rassemblement national, finalement, qui donne pour l'instant le bénéfice du doute, si je puis dire, qui a dit, contrairement à la France insoumise, qu'il n'y aurait pas de censure automatique. Et néanmoins, on voit bien que Marine Le Pen n'est plus au centre du jeu. Est-ce qu'elle a perdu la main, finalement, aujourd'hui ? Non, elle n'a pas perdu la main, parce qu'aucune motion de censure ne se fera sans le RN. La gauche à elle seule, même si elle revenait à des positions radicales, ça ne peut pas être à l'origine de la chute du gouvernement. Il faut l'alliance des contraires, l'alliance des extrêmes. Mais attention à ce que dit Madame Marine Le Pen. J'écoutais dans le débat précédent l'utilisation du mensonge par les islamistes. J'ai l'impression que le RN, de temps en temps, quand il dit non, voilà, nous n'utiliserons pas la censure, c'est un peu le même art de la dissimulation. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La question, on n'arrive toujours pas à imaginer ou à trouver le chemin que pourrait emprunter François Bayrou pour faire voter le budget. Ça, c'est le grand mystère. Il y a le débat sur 49.3, le donnant, pas de 49.3, pas de motion de censure, un deal que proposent les socialistes. Mais comment, aujourd'hui, le Premier ministre, comme Michel Barnier, peut arriver à faire voter un budget ? Parce que sans 49.3, 49.3 égale censure. On recommence dans le même film. Il l'a bien dit hier, ça sera la première étape. La première étape. Si franchit celle-là, c'est beaucoup plus cool. Si franchit celle-là, après l'horizon, non pas c'est clair, enfin, c'est faisable. Il y a une vague dans le paysage politique. Mais là, ça c'est... voilà. Mais comment faire ? Vous avez vu, dans les premières consultations, aujourd'hui, indépendamment des consultations institutionnelles, on est bien dans un régime parlementaire, où on consulte, en effet, la présidente de l'Assemblée nationale, ce soir le président du Sénat. Les premières consultations sont des consultations, j'allais dire, d'hommes ayant du poids économique. Le président de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque de France. On voit bien que le Premier ministre a reçu très vite le signal de la dégradation. Et se dit, là maintenant, il faut, comme on dit aujourd'hui, il faut du lourd. Il reçoit du lourd au plan économique afin de tenter de construire un nouveau budget qui pourrait éventuellement passer, dans quelles conditions on le verra, avec de la crédibilité économique
Et c'est difficile d'imaginer une crédibilité économique supérieure à celle de M. Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui, quel que soit le dossier économique, a toujours des propos marqués au coin de la tempérance et de la raison. Ça veut dire qu'il faut le mettre à Bercy, quoi. C'est simple. Le gouverneur de la Banque de France à Bercy, un gouverneur de la Banque de France à Bercy, vous voyez, ça donne du poids et ça permet peut-être de discuter un peu plus facilement un budget. Voilà. Et puis, en effet, il n'a pas d'enracinement politique précis, Monsieur Villeroy de Galhau, donc il peut parler un peu tous azimuts, à 360 degrés, ou peut-être un peu moins, mais enfin, il peut parler large. Et puis, c'est un message envoyé à la société française, aux chefs d'entreprise, qui sont extrêmement inquiets. Regardez les réactions du MEDEF, de la CGPME, et puis parler à l'étranger. Parce que dans un monde ouvert, il faut parler au marché, sinon ça va mal se terminer, cette affaire. Mais justement, Paola, vous me posiez la question, quel est le regard de la presse étrangère sur l'arrivée de M. Bayrou, The Economist, donc qui est quand même lu à la fois par le monde financier à l'extérieur et également par les patrons de PME et de grandes entreprises en France, qui pourraient voir d'un œil favorable arriver le gouverneur de la Banque de France à Bercy. Il se pose cette question, combien de temps ça va durer? Parce qu'il regarde aussi la situation parlementaire française, il constate une impasse. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est combien de temps, M. Bayrou, à la tête de ce gouvernement? Est-ce que ces jours sont comptés? Alors, la feuille de route fixée par le président, mais la parole présidentielle n'a plus le même statut qu'il y a quelque temps. C'était, allez, c'est parti pour 30 mois. Il ne faut pas prendre toujours ses désirs pour des réalités. C'est un défaut et peut-être un péché mignon de notre président de la République. Et parfois, la réalité se rappelle très sévèrement à lui. Le principe de réalité s'oppose au principe de plaisir macronien. Pour gouverner, il faut mieux le principe de réalité que le principe de plaisir. Donc les 30 mois, ça semble difficile. Déjà, il nous emmènerait dans des rives un peu plus paisibles, vers des rives un peu plus paisible, c'est-à-dire un président qui aurait retrouvé le droit de dissolution et qui pourrait donc, en cas de crise, dire, comme on le faisait dans les dissolutions précédentes, c'était la manière dont De Gaulle utilisait la dissolution. Il rendait la parole au peuple et puis il disait, ben voilà, à partir de ce que vous allez nous dire, eh bien on verra quoi faire. Et en général, pour De Gaulle, c'était facile parce que le peuple le soutenait. On l'a vu en 62, on l'a vu en 68. Aujourd'hui, ça serait certainement moins le cas pour une dissolution présidentielle. Mais s'il pouvait passer la barre allée des 4 mois, des 5 mois, ça serait déjà, et après il pourra peut-être envisager quelque chose de plus long, mais on revient à ce que Arlette disait, c'est-à-dire le mur du budget. Le mur du budget. Parce que là, on est obligé. Et à ce moment-là, si vous voulez, il faut faire attention. On parlait beaucoup de dire le pacte de non-agression pour que ça tienne. On va se priver de toutes les armes que l'on a dans la Constitution. On se prive de la dissolution, on se prive de faire tomber le gouvernement. Vous voyez, attention, parce que justement, ces armes, elles ont été imaginées en 1958 pour répondre à des situations de crise. Donc, voilà, il ne faut pas être trop loin, on ne va pas se désarmer complètement. Un chef de gouvernement, à la paralysie. Voilà, attention à un gouvernement immobile, c'est aussi ça le risque. Alors on verra les capacités de manœuvre, et Dieu sait, au sens noble du terme, les manœuvres au sens maritime du terme, pour s'adapter au vent, pour éviter l'accident. On verra les capacités de manœuvre de l'actuel Premier ministre qui, lorsqu'on regarde le passé, ne sont pas négligeables. Vous savez, derrière le centriste que l'on peut parfois qualifier de ventre mou, mais c'est un peu une tarte à la crème de dire que, voilà, il y a des centristes avec beaucoup de tempérament. Flimelin avait du tempérament, et Bayrou, d'après ce que l'on sait, croyez-moi, il peut avoir beaucoup de tempérament. Mathieu Gallard. Oui, on est depuis les législatives de juillet, et en fait depuis même celle de 2022, dans une situation où il y a une absence de majorité relative à l'Assemblée nationale, absence de majorité absolue, pardon, on a l'impression que c'est quand même amené à durer, parce qu'on est dans une situation où structurellement, électoralement, il y a 3 blocs qui s'affrontent, donc c'est plus difficile d'obtenir une majorité. Est-ce que vous pensez que si François Bayrou parvient à franchir cette étape du budget, étape déjà pas facile, une des réformes qu'il pourrait mettre en place, c'est la réforme du mode du scrutin, avec notamment la mise en place de la proportionnelle. On voit qu'il y a quand même au sein de quasiment l'ensemble des forces politiques
pas un consensus, mais en tout cas, c'est une idée qui pourrait monter. Et beaucoup disent que ça pourrait être une clé, justement, un peu pour débloquer notre système politique. Et je rappelle, pardon, avant de vous laisser répondre, que Michel Barnier, vous avez sommé, justement, un rapport sur la proportionnelle. Mais vous avez vu, les gouvernements sont éphémères, les missions peuvent le devenir aussi. Mais enfin, ça n'empêche pas de réfléchir. Hein ? Oui, vous avez raison, le mode de scrutin fait l'objet, apparemment, d'un consensus. Quand vous regardez très précisément, tout le monde n'a pas le même rapport à la proportionnelle. Hein ? Il y en a qui sont pour la proportionnelle intégrale, il y en a qui sont pour une proportionnelle qui aurait une petite logique majoritaire, il y en a qui sont pour le majoritaire avec un correctif proportionnel, et puis il y en a, voilà, et ça se défend aussi, qui sont pour le maintien du mode de scrutin majoritaire en attendant de manière très hypothétique le retour d'une bipolarisation dans les décennies qui viennent, c'est pas dans les années qui viennent. Mais n'attendons pas trop, oui, c'est paradoxal pour celui, Michel Barnier, en effet, m'avait chargé de préparer un peu la réflexion parlementaire, mais n'attendons pas trop d'un mode de scrutin. Oui, un mode de scrutin, ça permet essentiellement deux choses. Si vous voulez, ce qui est très important dans un mode de scrutin, c'est de mieux représenter les Français. Et c'est vrai que parfois, il y a un problème de mauvaise représentation de la diversité française. Mais n'oublions pas aussi qu'un mode de scrutin, c'est pour dégager une majorité relative importante ou absolue pour gouverner. Merci infiniment, Pascal Perrineau. Je rappelle votre livre « Le goût de la politique » aux éditions Odile Jacob.